sujet de parler d'interaction plasma-surface pour illustrer un certain nombre d'applications et de le faire en plus en fonction de la pression, ce qui rend les choses très simples. Alors, je vais vous montrer tout ça. On va commencer déjà par expliquer un petit peu quels sont les différents types d'applications que l'on peut avoir en fonction de la pression. Et vous voyez qu'on va passer voilà, d'un vide secondaire pour l'essentiel à une très haute pression avec des plasmas dans les liquides qui peuvent voilà, atteindre voilà, quelques dizaines de milliers de bars dans certains cas. Et en fait, ce que l'on cherche à illustrer, c'est finalement tout ce qui a été dit dans les cours que vous avez eus jusqu'à présent, dans les interventions que vous avez eues jusqu'à présent, et vous allez retrouver beaucoup d'analogies par rapport à ce qui a été présenté. Donc, je vais compléter certaines notions, je vais passer un peu plus vite sur d'autres que j'avais prévu de décrire, mais qui ont été déjà présentées par d'autres intervenants. Et puis, on va le mettre en perspective sur des applications, alors de différents niveaux. J'ai choisi des choses qui étaient voilà, des sujets très chauds, comme sur l'ammoniac, on en reparlera, des sujets un peu moins chauds voilà, sur la partie IPIMS, puisque aujourd'hui, on est sur le développement de IPIMS. Et on a des choses un peu plus réchauffées, comme voilà, tout ce qui a été fait dans le domaine de la compréhension de l'interaction plasma-surface pour la nitruration, la sémentation, qui aujourd'hui ont beaucoup d'intérêt, surtout dans des pays en voie de développement comme le Brésil, la Chine, où l'activité nitruration-sémentation a une importance en matière de recherche actuellement voilà, qui réapparaît suite à ce qu'on avait pu faire, on va dire, à peu près 20 à 30 ans auparavant. Donc voilà, donc si on commence à très basse pression, on a les plasmas de réentrée, les plasmas de bord pour la fusion thermonucléaire, on a la partie PVD, IPIMS dont je vais parler, les plasmas spatiaux. Ensuite, on retrouve également les arcs qui peuvent aller bien plus haut en pression, évidemment. Il y a la partie traitement thermochimique, les lampes, les plasmas de gravure, tout ce qui est spray aujourd'hui, qui est très étudié pour faire du dépôt de couches CVD. On retrouve d'ailleurs la CVD plasma telle que Perret l'a présentée. On a également la projection plasma, dont je ne parlerai pas, mais qui est extrêmement importante pour les applications dans le domaine de l'aéronautique. Vous avez également voilà, tout ce qui est aujourd'hui Power to X, donc la partie plasma catalyse qui va m'occuper un bon tiers de ma présentation. Ensuite, vous allez avoir également tout ce qui est plasma en contact avec les liquides. Donc là, c'est une interaction plasma-surface un peu spécifique qui aujourd'hui motive également beaucoup de recherches et également tout ce qui relève du traitement des polymères et des biomatériaux. Donc là, on s'approche de la pression atmosphérique. Hein. On est capable aujourd'hui, par exemple, de faire des traitements au défilé sur des polymères qui permettent de traiter notamment vos pare-chocs de voitures. C'est comme ça qu'on peut les peindre, notamment. Et puis, au-delà de la pression atmosphérique, vous allez avoir voilà, des aspects qui sont liés, par exemple, à la combustion, au plasma électrolytique dans l'eau, à la synthèse de nanoparticules dans le liquide, etc. Donc, vous allez mettre en œuvre des processus d'interaction entre les milieux ionisés que vous utilisez et les surfaces qui vont être assez différents et qui vont devoir être déclinés par phénomènes principaux qui gouvernent l'interaction plasma-surface. Alors, je ne pouvais pas faire une liste à la Prévert de l'ensemble des procédés qui sont ici en mettant l'accent sur les interactions plasma-surface à chaque fois. Donc, j'ai choisi délibérément 3 exemples que je vais illustrer de façon à ce que vous puissiez voir comment ce qu'on vous a raconté sur les interactions plasma-surface se décline en pratique. Alors, d'abord, on parle d'interaction plasma-surface, mais ça n'existe pas. D'accord? Parce que, pour une raison simple, c'est que déjà, on ne sait pas bien ce que c'est qu'une surface. On va revenir là-dessus. Déjà, la définir, c'est un problème. Et puis, il n'y a pas de plasma en contact avec des surfaces, puisque vous avez des gaines, et dans les gaines, Ne n'est pas égal à Nu. Donc, vous n'avez pas d'interaction plasma-surface. Voilà, j'ai fini mon tour. Voilà. On peut faire quand même un peu plus sophistiqué que ça, et je vais essayer de vous expliquer comment. Mais voilà, moi, la meilleure définition d'une surface que j'ai trouvée, et c'est vraiment pas évident non plus, c'est le fait que l'énergie libre varie de façon importante lorsqu'on passe du gaz au matériau. Mais en réalité, c'est plutôt de l'interaction entre un milieu ionisé et un matériau dont il faudrait parler.
parce que la notion de surface, on l'a vu, elle est complexe. C'est pas un plan atomique, hein, c'est bien plus complexe que ça, et c'est ce qu'on va essayer de décrire. Donc voilà, un petit mot de vocabulaire. J'ai aussi apprécié les efforts de Perret, notamment pour traduire les expressions anglaises en français. C'est toujours compliqué de faire cet effort-là. On a le vocabulaire en anglais qui arrive tout de suite, hein, et voilà, et utiliser les traductions en français, c'est important. Je pense que ça permet voilà, de traiter notre langue comme elle le mérite. Alors, on va commencer par cette histoire de surface. Juste pour vous dire, effectivement, c'est pas simple, une surface. La première façon d'en créer une, c'est de plier un monocristal. Donc, vous prenez un monocristal, vous faites une petite entaille, vous donnez un petit coup de marteau à droite ou à gauche, et puis vous formez une surface ici, voilà, dont l'énergie s'obtient par la différence entre l'état initial et puis les deux états finaux en matière d'énergie. C'est à peu près ce que je viens de raconter en matière de définition de l'énergie de surface. Donc, lorsque vous avez ce saut d'énergie qui intervient, ben, vous êtes en train de passer de la phase gazeuse à la surface. Lorsque vous clivez un matériau comme ça, vous pouvez le faire avec un certain angle, et à ce moment-là, vous voyez apparaître ce qu'on appelle des surfaces vicinales, qui sont ces espèces de succession de marches dont la taille va dépendre de l'angle avec lequel vous clivez le matériau. Et donc, vous obtenez par STM, par microscopie à effet tunnel, des images de ce genre. En AFM aussi, vous pouvez obtenir ce genre d'image où vous voyez que vous avez des grandes surfaces sur lesquelles vous allez pouvoir étudier la manière dont vos atomes se comportent lorsqu'ils arrivent sur sur ces surfaces-là. Donc, les surfaces ultraplanes, il y en a aussi, mais on va pouvoir choisir la désorientation de nos surfaces en fonction de l'angle de clivage. Et puis, vous voyez, plus l'angle sera petit, évidemment, plus la taille des surfaces sera grande, et ça va nous permettre d'étudier différents aspects, notamment des phénomènes d'absorption, puisqu'on va voir qu'il y a des barrières, des cheveux, il y a des sites d'absorption privilégiés, des défauts, etc., qui interviennent là-dedans. Bon, les indices de Miller, je vais passer assez vite, c'est juste pour dire qu'on peut repérer une surface par un certain nombre d'indices qui expliquent quelle est l'orientation de la surface dans le cristal que j'ai clivé. Alors, après, une surface, c'est bouge. Ça, c'est un peu qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'est jamais sur toujours la même surface. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle des reconstructions de surface. C'est-à-dire, si vous prenez du silicium et que vous regardez toujours par STM la surface de votre silicium, vous voyez qu'il forme des paires comme ça. Et donc, vous n'avez pas une surface de silicium avec du silicium atomique qui sort spontanément. Vous allez avoir cette reconstruction de surface qu'on appelle une 2 par 1, qui est en fait liée à la formation de ces dimères sur la surface de silicium. Et en réalité, vous pouvez faire également du 4 par 2, vous pouvez faire du 7 par 7. Donc, suivant la manière dont vous traitez votre surface et que vous la reconstruisez, vous allez avoir des motifs d'arrangement atomique qui ne correspondent pas stricto sensu à la cellule cristallographique de base des réseaux de Bravais que vous avez pour le système que vous étudiez. Alors, si en plus vous passez sur des quasi-cristaux, ça devient encore plus compliqué. Et donc, ça donne lieu à ce qu'on appelle la notion de corrugation en surface, c'est-à-dire le fait que vous voyez sur une surface, vous allez avoir déjà une rugosité existante qui provient de la reconstruction elle-même, c'est-à-dire en l'absence même de rugosité initiale. Lorsque vous clivez votre surface avec un angle nul, normalement, vous attendez à ce que tous les atomes soient alignés. En fait, c'est déjà plus le cas. Et donc, vous allez avoir une certaine rugosité à l'échelle atomique qu'on appelle une corrugation. Donc, et ça aussi, c'est important parce que ça veut dire que vous allez avoir, par exemple, des chemins de diffusion privilégiés. Là, vous voyez que c'est bien plus facile de diffuser perpendiculairement ou horizontalement à la surface, mais vous allez avoir du mal à aller en biais. Donc cette reconstruction de surface crée des canaux privilégiés de diffusion, on le voit très bien ici, qui vont faire que vous allez avoir une anisotropie de diffusion qui va conduire à des structures spécifiques de formation de nano-objets sur les surfaces. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Alors évidemment, le 7 par 7, il a été prédit théoriquement avant de l'observer expérimentalement par thème. Et vous voyez, le motif de base sur le silicium est extrêmement compliqué. Donc, ça veut dire que les phénomènes de réarrangement énergétique sur une surface aussi simple que le silicium peuvent donner lieu à des choses extrêmement complexes.
Alors, si je prends le calcul de base de ce qui avait déjà été proposé par Christophe, c'est-à-dire combien de temps on met pour contaminer une surface nue, je vais passer assez vite parce que voilà, ça a déjà été dit, mais en gros, ça va dépendre de ce qu'on appelle des lambda. Le lambda, c'est le temps d'exposition, l'équivalent d'un temps d'exposition fois une pression. Et donc, quand je suis à 10-6 stores, il faut une seconde pour contaminer une surface. Donc, à 10-7, il me faudra 10 secondes, à 10-8, il me faudra 100 secondes, etc. Donc, je vais travailler pour voir les atomes bouger sur les surfaces dans l'ultravide, c'est aux alentours de 10, entre 10-11 et 10-10, qui va me laisser suffisamment de temps pour pas que la surface se contamine. Et donc, grâce à ça, je vais avoir la possibilité d'aller voir comment un ou deux atomes se trimballent sur une surface. Donc, il a fallu comprendre ça, et ça, effectivement, ce sont les travaux de Langmuir, pour les isothermes qui vont avec, pour établir que si on voulait comprendre un peu ce qui se passait sur une surface, il fallait travailler de toute façon à des fractions extrêmement faibles voilà, du ligament de Thor, typiquement. Donc ça fait très bas en pression, et donc on va devoir travailler à un vide généralement qui est le même que celui qu'on trouve entre la Terre et la Lune. Voilà, les distances, on a à peu près cette pression-là. Alors, pourquoi un catalyseur est-il un catalyseur? Alors, je vais prendre l'exemple du platine. Le platine, c'est le catalyseur par excellence. Et la question de savoir pourquoi le platine catalyse, par exemple, la dissociation de l'oxygène, eh bien, vous avez dans le platine des sites d'absorption qui sont différents. Donc, ça, on l'avait évoqué avec Olivier. Il y a différents types d'absorption sur les surfaces qui sont possibles. Et donc, quand on a ces différents types d'absorption, il se passe des choses. Et notamment, dans le cas du platine, vous voyez, si je prends des atomes de platine régulièrement espacés comme ceux qui sont montrés ici, sur cette surface de type 1, vous allez avoir ici des positions qui sont du top, donc au-dessus des atomes de platine. Vous en avez d'autres qu'on appelle bridge, qui sont entre deux atomes de platine, et puis celles qui sont appelées holo, qui se trouvent au centre de trois atomes. Donc, ce qui va se passer quand vous avez une molécule d'oxygène qui arrive sur la surface, elle va se coller sur un site bridge spontanément, et donc elle va occuper cette position. Là, j'ai figuré voilà, les différentes positions possibles. Et très rapidement, cet atome-là et celui-ci vont se décaler pour venir se positionner voilà, sur ce site holo. Et quand on passe de cette situation où la molécule est absorbée sur un site bridge à un site holo, on augmente la distance entre les deux atomes et en fait on casse la double liaison. Et c'est comme ça que se perd la catalyse du platine. C'est simplement parce que vous avez une réorganisation de surface de la molécule d'oxygène ou de la molécule d'azote que vous prenez en compte, qui va écarter la distance interatomique. Et si vous faites ça, par exemple, sur de l'aluminium, donc l'aluminium est connu pour ne pas être une surface catalytique parce qu'elle est toujours couverte d'une couche d'alumine. Or, l'alumine, ce n'est pas catalytique, sauf dans les plasmas, on n'en revient pas, mais de manière neutre, ça ne l'est pas parce qu'il y a un problème anthropique. J'en reparlerai plus tard. Et en fait, si vous prenez de l'alu et que vous placez à 150 K, mais que vous enlevez l'oxyde, alors pour enlever l'oxyde de l'aluminium, il suffit de le chauffer proche de son point de fusion sous ultravide. La couche d'aluminium en dessous fond légèrement, ça décolle la couche d'aluminium qui part avec le pompage, et vous récupérez une surface d'aluminium que vous allez pouvoir d'ailleurs reconstruire ou pas, suivant les conditions dans lesquelles vous travaillez. Et vous allez sur cette surface d'aluminium déposer de l'oxygène, et là vous allez voir que cette surface d'aluminium, et vous allez voir que cette surface d'aluminium, elle est catalytique, c'est-à-dire que vous allez, de la même façon que pour le platine, pouvoir augmenter la distance atomique, la distance interatomique, pardon, sur des molécules ici d'oxygène également. Vous voyez que ici, par exemple, vous avez une distance entre les deux atomes d'oxygène qui correspond exactement à la distance entre ces deux atomes dans l'état gazeux. Donc, vous avez un paramètre de 1. Mais par contre, vous allez avoir des atomes d'oxygène qui sont séparés par racine de 3 fois cette distance, ou bien 2 fois cette distance, ou racine de 7, etc. Et ça correspond à des sites d'absorption différents qui conduisent justement à l'effet catalytique que l'on observe dans le cas de l'aluminium. Donc, sur le principe, les surfaces métalliques sont toutes catalytiques à condition que leur état de surface soit bien du métal et pas un oxyde.
Alors ça, c'est une question de fond qu'on retrouve dans la communauté parce qu'on étudie beaucoup les coefficients de recombinaison, j'aurai l'occasion d'en parler, et vous allez voir que ces coefficients de recombinaison, voilà, comme ça a été expliqué, varient sur les ordres de grandeur simplement parce qu'on ne sait pas sur quoi on travaille, tout simplement. Enfin, pas toujours en tout cas. Donc voilà, si je reprends mon histoire de platine, mon oxygène sur mon platine, eh bien, si je me mets à chauffer la surface, je vois que le coefficient de collage que j'ai au départ, il est de l'ordre de 0,3 quand je suis dans l'azote liquide. Et puis, si je chauffe progressivement, il va descendre aux alentours de 0,05. Et donc là, bah, vous allez avoir de la désorption hein, qui se produit. Donc ça nécessite de définir ce qu'on appelle une surface d'absorption. Bah, une surface d'absorption, c'est la surface du matériau que je considère, sur lequel j'ai des sites d'absorption qui sont souvent des liaisons pendantes ou des sites creux comme ceux que j'ai montrés précédemment. Et vous allez avoir eh bien, voilà, une expression de la vitesse d'absorption qui peut être égalisée avec la vitesse de désorption. C'est l'isotherme de Langmuir qu'on a vu hier. Donc je passe assez vite là-dessus. Mais par contre, le coefficient de collage doit toujours être défini par rapport à une surface nue. C'est-à-dire que vous supposez toujours que vous n'avez qu'une seule monocouche pour calculer le coefficient de collage de votre molécule ou de votre atome sur la surface. Vous voyez que vous avez un pic de désorption assez prononcé voilà, qui peut être mesuré, calculé. Donc, on a accès aux grandeurs d'énergie d'activation dont on parlait, qui sont si compliquées à obtenir en plasma pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas l'équivalent de ces manips-là sous ultravide en présence de sources plasma. Donc, ça commence à apparaître. Voilà. Moi, j'ai arrêté de travailler sur l'interaction plasma-surface quand j'ai vu que ce n'était pas possible de se faire financer des activités dans ce domaine à une certaine période de ma carrière, malgré tous les efforts que j'avais fait là-dessus. Et donc, on n'a jamais pu réussir à monter, ne serait-ce que voilà, un STM ou un XPS sous ultravide. Alors aujourd'hui, on a le tube à Nancy qui permet de faire ça. Donc maintenant, l'idée, ce serait de coupler une source plasma là-dessus pour commencer à avoir des informations sur la manière dont les atomes ou les molécules excitées interagissent avec les surfaces. Donc là, il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, ça fait partie des objets, à mon avis, qui nécessiteront tôt ou tard, si on veut comprendre réellement l'interaction plasma-surface, de se doter de ces moyens-là. Si on veut savoir, par exemple, comment un métal vibrationnellement excité de l'azote, type NDX, V égale 1 ou 2 ou 3, interagissent avec des surfaces, il va falloir aller se coter à la manière dont il s'absorbe sur la surface, donc les vibrations se barrent, etc. Donc ça, il faut construire ce genre de manip. Je pense que voilà, pour la nouvelle génération, ça peut être un objectif super intéressant. Moi, je vais faire autre chose. Voilà. Alors ensuite, sur les surfaces, ce qui est important, c'est les défauts. Les défauts, ça a un rôle essentiel, notamment dans le domaine de la catalyse. Par exemple, le TiO2, c'est connu voilà, pour être un élément photocatalytique, un matériau photocatalytique très utilisé. Et en fait, dans le TiO2, il y a un truc qui compte vachement, c'est les lacunes d'oxygène. Donc, ça fait partie des solutions. Par exemple, aujourd'hui, il y a des traitements de nanoparticules de TiO2 par des décharges en phase liquide qui avaient été développés par Saito pour pouvoir générer des défauts sur les surfaces de TiO2 afin d'augmenter l'efficacité photocatalytique. Donc, on sait qu'on est capable d'accroître les propriétés photocatalytiques d'un matériau en créant des défauts à sa surface. Alors ici, bon, comme je le disais, c'est généralement lié à l'absence d'oxygène. Et on va voir qu'il y a des mécanismes. Alors, on a beaucoup parlé d'Ehlers-Danlos dans Muir-Chadwick. On verra qu'il y en a d'autres qui permettent d'exploiter ce genre de défauts sur les surfaces. Alors, j'en viens à déjà des ordres de grandeur. Vous les avez eus, je ne vais pas passer trop de temps, mais voilà, la physisorption, ce n'est pas beaucoup d'énergie. La chimisorption, c'est beaucoup d'énergie. Et les créations de défauts aussi, parce que vous cassez des liaisons pour les créer. Donc, c'est la même chose que la chimisorption. Et la diffusion de surface, c'est un peu d'énergie quand même.
Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous avez toutes sortes de défauts. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, il faut faire la science des matériaux, mais on en a vu quelques-unes, hein, des dislocations, des défauts ponctuels, notamment de la substitution, vous allez avoir des lacunes, vous allez avoir toutes sortes de défauts qui peuvent être volumiques, linéaires, planaires, etc., ou ponctuels, qui permettent de changer l'énergie de localement lorsque vous faites de l'interaction plasma-surface. Donc, vous avez ce genre de schéma qui valent ce qui valent, qui disent un peu tout ce qui peut se passer sur une surface. Voilà, en pratique, ça ne sert pas à grand-chose parce que tout n'arrive pas en même temps et puis il y a des mécanismes majoritaires. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour une surface aussi complexe que celle qui est dessinée ici, vous allez devoir de toute façon connaître la manière dont les ions, les électrons, les états excités, les états métastables, les radicaux, les complexes, les binaires, primaires, les photons, les isotopes, etc., pour la fusion, interagissent avec ce bazar. Donc, ça fait une quantité de données absolument ahurissante qu'on n'a pas. Donc, on met des données au hasard et on attend que ça reproduise les résultats. Et ça marche pour une bonne raison, c'est qu'il y a plus de données d'entrée que de données de sortie. Donc, voilà. Donc, on appelle ça en mathématiques un problème qui n'est pas suffisamment contraint. Donc, le manque de contraintes sur les problèmes de sciences des surfaces fait que finalement, ça marche toujours. C'est super, ça fait des belles publics, mais la question, c'est est-ce que les mécanismes qui sont derrière sont corrects ou pas. Et ça, c'est une autre histoire. Et je vais essayer de vous en parler. Alors, pour ça, j'ai choisi trois illustrations. L'IPIMS, j'en ai parlé, un peu de micro-ration ionique pour faire plaisir à Grégory. Et puis, la pression atmosphérique, on parlera de synthèse catalytique de l'ammoniac qui m'occupe beaucoup en ce moment. Et puis, on ne parlera pas de synthèse haute pression dans les liquides, qui est le sujet de recherche sur lequel voilà, j'ai beaucoup travaillé ces 10 dernières années. Mais la raison de ça, c'est que on n'y comprend rien. Donc, voilà, je vais faire simple. On va vous éviter les discours inutiles sur cette partie-là. Alors, là où on comprend un peu mieux quand même, c'est en IPIMS. Alors, je vais revenir un peu là-dessus. Donc, on a déjà vu ces graphes-là. Donc, même chose, je vais essayer de passer un peu vite pour expliquer ce qui se passe. Mais en gros, vous allez avoir une cible que vous allez pulvériser en accélérant des ions dessus. L'énergie de ces ions va dépendre des conditions de pression, de la nature du gaz que vous utilisez, etc. Et puis, lorsque vous envoyez un ion sur une surface, ça a déjà été expliqué, vous allez avoir une cascade qui va conduire à un moment donné à l'éjection d'un atome profond qui n'est pas l'atome que vous avez collisionné au départ. Donc, grâce à ça, vous allez avoir un mécanisme qui va vous permettre, progressivement, quand vous montez en énergie, de descendre dans la couche jusqu'au moment où vous êtes tellement bas qu'il n'y a plus rien qui ressort. Et donc, vous allez avoir un rendement pulvé qui va décroître parce que vous commencez à substituer la pulvérisation par de l'implantation ionique. Et donc, à ce moment-là, vos ions restent collés à l'intérieur en créant plein de défauts. Alors, ça, c'est autre chose. Mais vous allez avoir une chute du rendement de pulvérisation. Et donc, vous pouvez calculer tout le rendement de pulvérisation. Aujourd'hui, il y a plein de modèles qui donnent des choses très satisfaisantes. Là, je crois que c'est le nickel qui est utilisé, qui est pulvérisé par toutes sortes de matériaux, l'hélium, l'argon, le xénon, etc. Donc, plus c'est lourd, mieux ça pulvérise, etc. Donc, il y a des matériaux qui se pulvérisent très bien, le cuivre, il y a des matériaux qui se pulvérisent très mal, le carbone. J'aurai l'occasion de l'illustrer également. Et on va voir qu'en IPIMS, ça a des conséquences importantes. Donc, en fait, lorsque vous faites une décharge d'essai comme ça, vous avez différentes manières d'intensifier votre plasma, c'est-à-dire d'augmenter la densité électronique. Vous allez pouvoir utiliser, par exemple, des boucles RF, vous allez pouvoir ajouter des électrodes supplémentaires. Il y a plein de tests qui ont été faits. Et l'objectif étant d'augmenter le taux d'ionisation du plasma, donc le nombre d'ions, pour que ce soit plus efficace. Et puis, on verra que les ions ont un rôle essentiel sur le dépôt lui-même et sa structure et donc les propriétés qui en découlent. Donc, vous pouvez aussi jouer sur la température de votre surface, la température de la cible. Enfin, il y a plein de paramètres qui ont été étudiés au travers de l'histoire. En gros, tout ça se résume lorsque vous êtes en pulvé classique par un diagramme qu'on appelle le diagramme de Thornton. Donc, ça a été présenté. Je ne vais pas le commenter davantage. On montre simplement ici, vous voyez, si je change, alors ça, je crois qu'on avait dit que ça évoluait beaucoup avec la température, notamment par rapport à la température de fusion du matériau qu'on considère, mais ça évolue également un peu avec la pression, comme vous le voyez ici. Donc, vous allez avoir des tailles de grains qui varient avec la pression, qui sont plus ou moins importants suivant la manière dont la pression agit. Donc, plus elle monte généralement, plus les tailles de grains sont petites.
Et on va expliquer pourquoi après. Mais voilà, dans un diagramme de ce genre-là, on arrive à peu près à prédire les structures que l'on va avoir par PVD. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que je sais déjà ce que je vais avoir comme film mince. Sauf que je ne suis jamais content de ce que j'ai. Voilà, c'est le principe de tout chercheur. Et on va essayer de faire plus dense que ce que l'on voit ici, parce que là c'est un peu dense, mais on voit quand même quelques colonnes. Là, il y en a plein. Donc tout ça présente une porosité qui est assez importante et qui ne donne pas lieu à des dépôts super denses. Et on verra que pour recouvrir des motifs, il est préférable d'avoir des énergies et des quantités d'ions plus importantes que ce que l'on a dans ces procédés-là, d'où le LPS. Alors, comment ça marche, la croissance de ce bazar-là? C'est c'est des règles classiques de croissance, c'est-à-dire qu'on commence par avoir des particules sur une surface qui vont diffuser, former des îlots ou des germes, on trouve les deux terminologies. Et puis, soit ces îlots sont présents sur la surface sous forme d'hémisphères, donc, comme ce que vous pouvez voir ici dans le cas d'une couche de tantale déposée sur du silicium. Il y a des belles sphères qui poussent sur la surface. La géométrie hémisphérique étant justifiée par des contraintes thermodynamiques. Ce que vous voyez, c'est que de temps en temps, vous n'avez pas de sphère, vous avez simplement couche par couche qui se produit, et ça dépend de l'énergie de surface de votre substrat par rapport à celle de votre dépôt. Et si vous faites le calcul, vous obtenez le fait que suivant l'énergie de surface dont vous disposez, vous allez soit faire une couche par couche, soit au contraire faire de la croissance en îlot, soit avoir quelque chose d'un peu intermédiaire entre les deux. Donc, une fois que vous avez ce bilan en énergie, de temps en temps, vous faites des manips et puis vous ne voyez ni l'un ni l'autre. Ça ne marche pas. Alors, pour une raison simple, c'est que quand vous faites ce calcul-là, l'équilibre thermodynamique, vous prédisez qu'au-delà d'un rayon qu'on appelle le rayon critique, votre delta G va diminuer. Donc, à partir de là, votre germe va être stable et il va ne pouvoir que croître au cours du temps. Mais en dessous de ce rayon critique, en réalité, là, vous avez un delta G qui est positif et qui croît. Donc, c'est toutes les conditions pour que le germe ne puisse pas exister. Donc, comment je peux avoir un germe qui existe comme ça, alors que la théorie prévoit qu'il ne peut pas exister? La réponse, elle est là. C'est que quand vous regardez vos surfaces vicinales dont je parlais tout à l'heure, donc vous retrouvez vos marches, etc. Si vous regardez les objets que vous formez dans les tout premiers stades de croissance, ce sont des objets de taille fractale, et surtout qui se mettent sur les bords des marches. Voilà. Et puis de temps en temps, au plein milieu d'une marche, alors ça on va comprendre pourquoi aussi, lorsque vous mettez vos atomes sur la surface, ils vont se déplacer, venir se mettre sur les bords de la marche. Pourquoi? Parce que c'est un défaut. Voilà. Et donc il faut une énergie supplémentaire par rapport à la courbe que j'ai montrée, où le delta G est positif. Donc, si dans ces conditions-là, comme le germe n'est pas stable, il faut trouver une source de stabilisation. Donc, il faut une énergie supplémentaire. Et l'énergie supplémentaire, c'est typiquement un défaut. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est l'émergence des dislocations qui permettent de stabiliser les défauts sur les marches. Donc, vous avez des défauts, cette fois-ci verticaux, qui vont de l'intérieur du solide, qui arrivent en surface et qui vont stabiliser ces germes-là et permettre la croissance des germes pour qu'ensuite ils deviennent sphériques. Donc, on a cette justification à la formation de germes sphériques qui passe par une étape au départ qui nécessite un supplément d'énergie, si vous n'en avez pas assez, bien sûr, à la formation de votre germe. Donc, dans ces conditions, vous pouvez former ensuite des motifs dont vous allez pouvoir vérifier qu'au cours du temps, ils croissent en taille, qu'ils se déposent soit sous forme d'îlot, soit sous forme de film mince, etc. Donc ça marche bien, c'est bien maîtrisé, bien connu. Donc maintenant, comment on applique ça à la pulée? Vous voyez, c'est des images qui ont été faites là aussi sur les substrats pour montrer la manière dont on peut faire évoluer les tailles de colonnes à l'intérieur d'un procédé PVD en utilisant ces principes qui sont ceux que j'ai décrits ici. Donc le premier, je ne l'ai pas cité parce qu'on l'a déjà dit 20 fois, mais c'est du Wollner-Weber. Le deuxième, c'est du Stansky-Krastanov. Et puis, vous allez avoir du Frank van der Merwe ici. Donc, celui-ci étant intermédiaire entre les deux choses. Voilà. Et donc, votre croissance se fait de cette manière-là. Et donc, vous êtes quand même très colonnaire, quoi qu'il arrive.
Alors, le gros avantage de la PVD, c'est que vous pouvez faire des phases qui n'existaient pas, hein, puisque vous êtes complètement en équilibre. Donc, si vous voulez fabriquer, par exemple, des livreurs de cuivre, ce qui n'est pas possible, voilà, vous arrivez à faire des choses un peu voilà, non amorphes, qui contiennent du cuivre et de l'azote. Mais voilà, le fait d'être hors équilibre en PVD vous permet de fabriquer toutes sortes de phases plus ou moins exotiques. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, on s'est attelé à faire des mélanges hors fer, très intimes, pour faire des nanoparticules ensuite par décharge dans les liquides. Et alors, on n'arrive pas évidemment à mélanger l'or et le fer, mais on arrive à les répartir à des échelles suffisamment fines pour que macroscopiquement, on ait l'impression qu'on a un mélange hors fer. Donc, le rôle majeur de la mobilité de surface, évidemment, plus vos particules seront mobiles, plus votre surface sera organisée. Et donc, si vous avez toutes vos particules qui tombent en gros sur la surface et se collent là où elles arrivent sans bouger, bah, ça va faire un gros pâté, donc ce sera de la mort. Si au contraire, vous donnez le temps à vos particules de pouvoir diffuser sur la surface, eh bien, vous allez pouvoir fabriquer des monocristaux. Donc ça va dépendre essentiellement de plusieurs paramètres, la température qui va bien sûr jouer, mais également ce qu'on appelle la sursaturation, c'est-à-dire en gros la quantité de gaz que vous avez au-dessus de votre surface par rapport à la quantité qui serait en équilibre à la surface. Et donc ça va définir un flux, cette sursaturation sur la surface, qui, plus il sera important, plus conduira à des surfaces désordonnées. Donc la notion de sursaturation est très importante. Et en fait, vous voyez, si vous faites du calcul Monte Carlo et que vous comparez deux situations où vous variez justement les sursaturations, eh bien, vous voyez que plus la sursaturation augmente, plus votre dépôt sera désordonné. Et puis, vous avez d'autres paramètres, comme je le disais, donc l'énergie interfaciale qui va jouer là-dessus. Donc, c'est ce paramètre W0. Même chose, hein, si plus l'énergie interfaciale augmente, plus vous allez avoir la possibilité de désordonner votre surface. Si vous augmentez la température, là, c'est l'inverse. Vous allez avoir des choses qui sont plus ordonnées. Et puis, vous allez avoir ce qu'on appelle des barrières de Schlegel, qui sont les énergies d'activation qu'a un atome pour sauter une marche. Donc, quand il arrive sur une surface vicinale et qu'il doit passer sur la surface au-dessus, il faut qu'il saute une marche. C'est ce qu'on appelle la barrière de Schlegel. Et donc, suivant la valeur de cette barrière, si elle est nulle, par exemple, vous passez d'une marche à l'autre de manière très simple, donc ce sera très ordonné, enfin, plus ordonné, alors que si vous avez besoin de beaucoup d'énergie, ça va donner quelque chose de ce type. Donc, vous avez plusieurs paramètres qui agissent sur la structuration de la surface et pas uniquement la température, même si c'est un des paramètres les plus importants. Et la sursaturation et les paramètres que j'ai cités ici sont essentiels. Alors après, comme on l'a vu, là aussi, je vais passer assez vite, c'est sur la coalescence des objets. Donc ça, c'est des manips qui avaient été faites dans la Silicon Valley. Et puis, c'est des résultats qui avaient été présentés dans une conférence à San Francisco, auquel j'avais participé. Et ce qu'on voyait à l'époque, c'était pour la première fois ces trucs-là. Donc, c'était vraiment très joli. Et ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était donc des dépôts PVD qu'ils avaient arrêtés, et puis ensuite ils avaient mis tout ça en recuit, et ils observaient au cours du temps l'évolution de la taille des petits cristaux par rapport au gros, et la géométrie des ports de marche, ici, que vous voyez évoluer au cours du temps. Et à partir de là, ils avaient fait des modèles pour remonter au mécanisme de la vérification des mécanismes d'Oswald dans le cas de la PVD. Et effectivement, ça s'avère être particulièrement concluant. Donc là, ça, c'était du PIM de mémoire. Et dans ce cas-là, on arrivait à démontrer qu'effectivement, on avait des flux de sursaturation au-dessus des grosses particules qui étaient supérieures à celles au niveau des petites particules. Donc les petites particules, l'inverse, pardon. Et donc les petites particules étaient absorbées par les grosses. Et en fait, on le retrouve sur ce genre de schéma. Donc, on avait une preuve pour la première fois, par visualisation in situ, de l'efficience des mécanismes classiques de coalescence dans le cadre des dépôts PVD. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait des mécanismes en contact direct. Ça aussi, ça a été évoqué par Christophe, donc même chose, je vais passer vite là-dessus. Juste pour compléter en disant que dans le cas de ces mécanismes en contact direct, on sait intuitivement que quand on met deux bulles de savon l'une en contact avec l'autre, ça fait une plus grosse bulle. Il suffit de jouer dans son bain, puis on voit ça, c'est pas un problème. Par contre, les calculs mathématiques qui le démontrent
il date d'il y a moins de 10 ans. Donc, parce qu'en fait, on ne sait pas a priori quelle est l'énergie minimale lorsque j'ai deux bulles initiales, comment je peux la répartir différemment. Est-ce que c'est un chapelet de 150 bulles ou est-ce que c'est encore autre chose? Il faut en gros arriver à imaginer toutes les géométries possibles. Donc le problème a été résolu par des mathématiciens. Je ne sais pas exactement comment, mais on sait maintenant que la somme de deux géants sphériques donne un géant sphérique plus gros. Alors là, il y a d'autres contraintes sur le fait que dans ce cas précis, il n'est pas sphérique, mais on voit apparaître effectivement les notions de coût entre les germes et ce qui avait été très, très bien montré, hein, de diffusion d'atomes au niveau des surfaces pour équilibrer les énergies entre les deux particules. Alors, si je regarde le rôle des ions là-dedans, eh bien évidemment, je vais avoir des ions pour pulvériser, ça c'est bien, mais quand les ions arrivent du côté de la surface, eh bien, je vais pouvoir également mettre en place des processus d'accélération de la diffusion de surface. Donc, on a des mécanismes qui accroissent la mobilité de surface, c'est ce qu'on appelle des mécanismes knock-on en anglais, qui permettent par choc entre un ion et une particule qui est absorbée sur la surface, de la faire se déplacer le long de la surface et donc d'accroître la mobilité des objets qui sont absorbés sur la surface. Alors, on va avoir l'effet du chauffage, ça c'est sûr. L'anisotropie qui est due au flux directionnel d'ions qui s'observe également dans le cas de la PVD. On peut créer des défauts, donc des centres actifs. On va développer des contraintes aussi sous l'effet des ions qui vont être extrêmement intéressantes, notamment en compression pour augmenter la dureté des surfaces. Donc, on agit directement sur les propriétés des matériaux. Et puis, on va pouvoir émettre des électrons secondaires, on va pulvériser, graver, faire du mixage ionique, de l'implantation ionique. Donc, on peut utiliser toutes ces facettes des ions pour changer les propriétés de la surface. Alors, il y a des gens qui ont réfléchi avant le IPIMS à la manière d'exploiter au mieux les ions. Et donc, on a commencé à mettre en place des magnétrons qu'on appelle déséquilibrés, c'est-à-dire on change la force des aimants entre sud et nord dans une cible comme ça. Et donc, les lignes de champ magnétiques, au lieu de reboucler toutes de cette manière, vont commencer à diverger progressivement jusqu'au moment où elles vont arriver sur le substrat. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie des ions qui sont générés au niveau de la cible, qui vont être ramenés sur la surface et qui vont permettre de densifier le dépôt grâce à des magnétrons déséquilibrés. Donc ça, on a un peu oublié parce que aujourd'hui, on travaille avec l'IPIMS. L'IPIMS, c'est bien plus efficace de ce point de vue-là parce que au lieu d'avoir un pulse d'essai qui vient se superposer, une polarisation supplémentaire qui pourrait venir se superposer à la tension appliquée directement sur la cible, eh bien, comme ça a été fait avec les boucles RF, avec les polarisations d'essai, etc., en fait, on va avoir un pic de très haute intensité avec des fréquences entre le Hertz et jusqu'à quelques kilohertz qui vont venir densifier notre plasma. Et vous voyez qu'on va passer des courants qui vont typiquement augmenter de 2 ordres de grandeur entre les conditions classiques et les conditions alpinistes. Et donc, voilà, on avait la possibilité, comme je disais, de polariser le substrat. Et à ce moment-là, on avait plus de défauts et de contraintes dans les films, donc ce n'était pas non plus la solution. On pouvait utiliser un confinement électrostatique. On a utilisé des magnétrons déséquilibrés, comme je le mentionne ici. Et donc, l'idée, à la fin, ça a été de tester ces décharges impulsionnelles qui vont conduire au c'est donc dans l'utilisation des décharges impulsionnelles. On doit ça à la première approche de Kuznetsov. Donc, ça, c'est 2001. Et donc, ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est la première idée de pouvoir appliquer un pic de courant qui dure à peu près quelques centaines de microsecondes et qui va venir changer complètement la structure du plasma face à la cible. Et ça va avoir des conséquences importantes sur le revêtement conforme. Donc, le bilan d'énergie là-dedans, il a été fait dans une publi qui a été signée par Lund et Lumière notamment, qui sont un peu les références en la matière aujourd'hui. Donc, vous allez avoir un flux de particules primaires, donc primaires, qui vont arriver sur les surfaces. Ces particules primaires vont se neutraliser sur la surface et reproduire et repartir dans le sens sous forme neutre. Et une partie d'entre elles va être rayonisée dans la gaine et va repartir vers la cible. Donc il y a un processus
de recyclage, ici des ions, qui fait que on va, grâce à ce mécanisme-là, avoir une partie des neutres qui sont produits liés après la neutralisation des ions et qui devraient repartir en phase gazeuse, qui va revenir sur la surface. Et là-dedans, on va produire des électrons secondaires. On va également pouvoir avoir un effet d'autopulvérisation, voilà, qui va s'ajouter au précédent, cette fois-ci en ajoutant des ions supplémentaires dans le circuit, et qui va donner lieu à une deuxième boucle qu'on appelle la boucle d'autopulvérisation. Et donc, ces deux boucles-là vont interagir. Alors, normalement, elles doivent interagir, mais comme généralement ce paramètre-là est un peu plus petit que celui-ci, l'interaction, elle est généralement prise que dans un seul sens. Et donc, on ne prend en compte que il n'y a pas d'interaction multiple, voilà, qui pourrait résulter de ces deux boucles-là. Et ça marche très bien comme ça, donc il n'y a pas besoin d'aller au-delà, hein. Mais ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, on a trois composantes qui participent à l'érosion de l'acide, donc le courant primaire, le recyclage des gaz du procédé et le recyclage lié à l'autopulvérisation de l'acide, qui provient du fait que voilà, les ions qui sont issus de l'acide vont de nouveau produire des atomes qui vont sortir de l'acide et se ioniser de nouveau. Quand on fait le bilan global de ça, voilà, on peut calculer les différentes amplifications liées à chaque boucle par ces formules voilà, qui sont fournies ici. Donc ça, je ne vais pas détailler non plus parce que ce n'est pas forcément l'objectif. Mais à la fin, on arrive à une expression du courant ionique, voilà, qui fait intervenir les facteurs d'amplification sur les deux boucles qui sont de part et d'autre du schéma. Et quand on a ça, eh bien, on se rend compte qu'on peut appliquer une condition ici, qu'on appelle une condition de Renoué, qui va justifier du fait que, suivant certaines conditions, notamment sur cette boucle-là, vous allez avoir un retour, une composante de pulvérisation qui va être telle que finalement votre courant va diverger. Et donc, vous pouvez tout cramer à l'intérieur. C'est ce qu'on a vu avec les arcs hier. Donc, c'est ce qu'on revoit ici. Donc, vous allez avoir des transitions qui s'observent à des énergies particulières. Et donc là, si vous changez la polarisation du pulse que vous appliquez en eyepiece, vous voyez que progressivement, votre intensité en ampères, quelque part par là, alors c'est pas hyper clair dans le cas du cuivre, que je prends comme modèle pour ce schéma-là, vous avez quand même un saut assez significatif qui se produit à cet endroit-là, et ensuite, voilà, une augmentation progressive du courant. Ou alors, vous allez avoir, dans le cas du carbone, un changement drastique qui est lié à la structure même du carbone. Les plans basaux du carbone se pulvérisant beaucoup moins bien que les bords. Vous allez avoir ici un effet de transition très très fort qui va d'un seul coup conduire à des courants nettement supérieurs à ceux que vous avez avec une polarisation plus basse. Donc, ces effets de transition, si vous n'y prêtez pas attention, vous allez à un moment donné monter les courants à un tel niveau que tout va fondre dans votre système. Et si vous le maîtrisez bien, vous pouvez contrôler voilà, le courant que vous mettez en place dans votre dispositif. Sachant qu'effectivement, pour le carbone, ce n'est pas évident parce que vous avez ce saut brutal. Et si vous voulez quelque chose entre les deux, c'est un peu plus compliqué à gérer. Par contre, pour le cuivre, ça marche très bien. Alors, quelles conséquences pour le substrat? Vous l'avez ici. Là, on a choisi exprès de fabriquer en gros des pores artificiels en orientant le substrat avec un certain angle par rapport à la cible. Quand vous faites ça, votre dépôt il croît avec un certain angle, le même normalement, sur la surface, et vous voyez que ça crée des porosités dans le système. Et donc, si vous avez un système d'essai comme ceci, ou que vous le polarisez à 50 volts, eh bien, vous n'avez pas d'amélioration significative, tout simplement parce que vous n'avez pas assez d'ions. Donc vous avez des ions un peu plus énergétiques, mais vous n'en avez pas assez. Si vous passez en eyepiece, à ce moment-là, avec un substrat qui n'est pas polarisé, là, vous avez un flux d'ions important, mais vos ions ne sont pas suffisamment énergétiques dans ce cas-là pour pouvoir remplir les colonnes. Donc, si vous polarisez un petit peu votre substrat, là, vous remplissez pratiquement tout. Donc, vous voyez que vous avez deux composantes à gérer, à la fois l'énergie des ions pour les processus local, tout en évitant la pulvérisation, et la densité des ions pour que la probabilité de collision avec un atome de surface soit suffisante et permette d'assurer sa mobilité. Donc, il y a vraiment cette double condition pour pouvoir améliorer la densité des films en PVD. Et c'est ce que permet l'EyePiece. Donc, c'est là où il y a vraiment un intérêt important. Donc il y a Jean-Marie
Olivier qui est dans la salle, qui pourra vous donner plus d'explications sur la manière de faire encore mieux, parce qu'à Nancy, on a fait des choses sympas là-dessus, et en rajoutant un pic supplémentaire au pic principal. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça en détail, bien mieux que moi. Alors, je vais parler d'ittération ionique. Je surveille juste un peu de temps pour savoir où j'en suis. OK, impeccable, je suis très en retard. Donc, voilà, comme d'hab. Alors, pour ce qui concerne la nitration, ben là aussi, Grégory a présenté un certain nombre de choses. Bon, je prends un morceau de ferraille, je mets de l'azote dedans et j'obtiens des couches. Bon, ça, c'est le diagramme des phases qui dit je dois avoir du fer, du Fe4N et du Fe2N1-X. Voilà, c'est les différentes phases du diagramme de phase qu'on trouve ici. Donc en profondeur, je les retrouve avec des sauts de concentration à chaque fois, parce que ce qui est continu en matière de diffusion en phase solide, c'est le potentiel chimique et pas la concentration. Donc voilà, la concentration est le diagramme de phase. Si c'est le même profil en potentiel chimique, ça va être continu. Donc voilà. Donc, quelle différence y a-t-il entre la nitruration ionique, qui ramène les ions, et puis finalement ce qu'on peut faire avec de l'ammoniac en chauffant de l'ammoniac à haute température? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux procédés? Alors, si je fais de la nitruration ionique, ce que j'ai observé historiquement, c'est que dans la gaine, je vais avoir des conversions assez efficaces entre des ions N2+, ici, qui sont rapides, qui vont rencontrer des molécules N2, parce qu'on est dans une gaine collisionnelle, et on va avoir un transfert d'ions sur des N+ rapides, enfin N+ lents, pardon, et du N2 rapide. Donc, on va, à partir de ces mécanismes-là, avoir de la pulvérisation de la surface, mais elle ne se fait pas essentiellement par du N+, mais par du N+. Voilà, ça change un petit peu les vitesses d'érosion, l'efficacité d'érosion de la cible. Et ce que l'on observe, voilà, c'est typiquement ça, c'est que dans une gaine qui est relativement haute, en fonction de la distance, je vais avoir un gradient de température qui fait que sur la surface, voilà, je vais pouvoir être à des températures où je vais pouvoir faire diffuser l'azote à l'intérieur du matériau, parce que ça ne tient pas compte, les mécanismes de diffusion à l'intérieur du matériau ne tiennent pas compte du tout de la manière dont l'azote est arrivé sur la surface. Que ce soit du N, que ce soit du NH3 qui se soit décomposé en N, que ce soit encore du N+, qui se soit neutralisé, c'est toujours du N qui sera absorbé sur la surface. Et quand il va passer la barrière entre la surface et le solide, eh bien, il va commencer à diffuser suivant les lois de Fick de base. Et donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait une différence majeure entre NH3 et N2+. Alors, il y a toutes sortes d'arguments qui ont été avancés en disant que les gaines permettaient de rendre le traitement plus homogène, que l'azote coûtait moins cher, que l'ammoniac était moins dangereux, etc. Pour essayer de justifier la mise en place d'un procédé de nitration ionique. En réalité, tout ça peut être fait avec de l'ammoniac de la même façon. Voilà. Alors la question, c'est ce qui s'est posé à un moment donné, c'est y a-t-il un rôle spécifique des états vibrationnels? On va retrouver ça sur les problèmes de catalyse avec l'ammoniac. Donc ça, c'est des questions récurrentes. Est-ce que les états vibrationnels de l'azote ont un rôle particulier? Donc on peut prendre en compte tous les processus de transfert, vibration, translation, vibration, etc. Et puis on sait qu'on perd également les atomes d'azote par recombinaison sur les surfaces, avec ces concepts de probabilité de perte. Et donc, ces notions-là, ce sont des notions, alors je vais commencer par là, ce sont des notions que les gens de la catalyse n'utilisent jamais. Alors, jamais. Voilà, un gamma ou quelque chose comme ça, c'est un concept qu'ils n'ont pas. Ils travaillent avec des constantes cinétiques en histoire. Et ça simplifie beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question de ce que veut dire ce gamma par rapport à une constante cinétique qui, elle, va être traitée, notamment dans les codes de calcul, de manière très simple. Donc, il y a des relations entre KS et gamma, mais on s'embête à définir des gamma pour ensuite redéfinir des KS, pour ensuite pouvoir les rentrer dans les codes de calcul. Et en réalité, la notion de gamma, elle est totalement superflue, de mon avis. Donc, si on donne des valeurs de constante cinétique qui dépendent de la température, ces processus-là n'ont pas lieu d'être. Mais voilà, après, ça se discute, mais je pense qu'il y a quelque chose qui... voilà. En plus, on le fait de manière fausse, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, on est sur des mécanismes où généralement on a besoin d'une constante cinétique. Donc les gens de la catalyse utilisent des constantes cinétiques et ça marche très bien.
Voilà, donc je ne reviens pas sur les états physique-sorbet, chimie-sorbet, parce qu'on l'a vu en détail. Je voulais juste préciser que voilà, les énergies dont a parlé Christophe l'autre jour, je suis à peu près d'accord avec lui. Je précise juste que, par exemple, quand vous avez de l'hélium sur du cuivre, vous avez un delta G qui est négatif, hein. Ça veut dire que le complexe hélium-cuivre est plus stable que le cuivre seul. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est valable également pour l'oxygène et le germanium. Donc, en principe, on pense que ça doit être égal à zéro, mais en réalité, c'est négatif parce que le complexe est plus stable que les deux éléments séparés. Donc, voilà, il y a quelques blagues comme ça sur lesquelles il faut faire un peu attention, mais pour le reste, on a des énergies qui sont soit des énergies de physisorption, soit de chimisorption. Voilà. Et puis, il y a quand même des choses un peu étonnantes, c'est les précurseurs chauds, donc ça, j'en parlerai plus tard. Donc, les précurseurs chauds, c'est quand même des choses qui tournent aux alentours de 0,1 MeV. Je vous expliquerai en détail ce que c'est. Et puis, il y a les phonons du solide qui peuvent également récupérer une bonne partie d'énergie, puisque ben là, on est à peu près sur 300 K. Hein, donc l'énergie des phonons va permettre d'absorber une partie de l'énergie des molécules. Voilà. Et puis, la rotation, comme on l'a vu, c'est également la température ambiante, et la vibration, c'est voilà, 10 fois plus. Alors, quand une molécule arrive sur une surface, il y a 5 principaux mécanismes de dissipation d'énergie excédentaire. Donc, on peut exciter des phonons, comme je viens de le dire, qui, eux, vont ensuite être dissipés dans le substrat. Vous pouvez avoir une excitation non adiabatique des paires électrons-trous pour les sous-conducteurs, voilà, qui peuvent conduire justement à des électrons chauds et à un trou chaud. Donc, ça va permettre là aussi d'exploiter ces objets en photocatalyse, par exemple. Vous allez avoir un mouvement latéral de la particule, en particulier si la surface est corrigée, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les chemins de diffusion particuliers dont je parlais. Et puis, vous allez avoir des précurseurs chauds, qui sont appelés des précurseurs intrinsèques. Et puis, vous allez avoir, donc le cas des molécules, vous allez avoir aussi des dissipations dans les degrés de liberté vibrationnelle, rotationnelle, ainsi de suite, ou bien la dissociation des molécules qui peut se produire sur les surfaces. Donc, tous ces mécanismes-là vont devoir être intégrés dans une compréhension détaillée des phénomènes de relaxation de l'énergie sur les surfaces. Alors, si je reviens à la notion de précurseur chaud, c'est l'exemple typique de l'hydrogène atomique sur du cuivre. Donc, vous allez avoir un adatome donc, qui arrive avec une certaine température, qui est en gros la température du plasma, donc disons 800 K. Donc, il va être d'abord accéléré voilà, sur la surface, en direction de la surface. Et puis, dans certains cas, il va, la plupart du temps, plonger dans le trou du potentiel et se stabiliser à cet endroit-là. Mais voilà, il peut y avoir comme un comportement différent où il va y avoir des allers-retours où de l'énergie est échangée avec les phonons et les états électroniques faiblement excités du solide. Et à ce moment-là, ce transfert d'énergie va se faire par aller-retour. Donc, j'envoie ma molécule, mon état chaud sur la surface, je relaxe quelques centièmes dB à ce niveau-là, l'état repart, puis rebondit sur le mur de potentiel ici, revient, relaxe de nouveau un peu d'énergie, et ainsi de suite. Et donc, quand il arrive sur la surface, il va descendre, et puis progressivement, voilà, avoir une trajectoire de transport le long de la surface qui va lui permettre d'aller relativement loin par rapport à son point d'impact prévu initialement. Donc ça, c'est un comportement spécifique d'état chaud par rapport à un état froid. Donc, vous voyez que dans le cas de l'état froid, j'arrive directement en face de là où le flux m'a amené, alors que sinon, je vais devoir rebondir sur les parois du potentiel pour progressivement relaxer mon énergie jusqu'à arriver à un point d'absorption dans le système. Voilà. Et donc, cet adatome, il va en général se transporter le long de la surface, comme j'ai dit, et on va pouvoir ainsi passer. Alors, la particule ne peut pas passer d'un état de d'énergie dans le puits qu'en effectuant ces nombreux allers-retours. Donc, sans ça, on n'arrive pas à relaxer l'atome. Donc, par exemple, le comportement de l'hydrogène sur des puits quantiques de cuivre déposés sur des surfaces type graphène, par exemple, va avoir des conséquences dans le domaine de la catalyse et des produits de réaction catalysés par exemple du cuivre dans ces circonstances-là. Donc la notion de précurseur chaud, c'est extrêmement important. Alors, on a parlé beaucoup de Landry-Chadwick et dérivés. Je ne reviens pas sur ces mécanismes-là. Il y a par contre ce qu'on appelle le mécanisme de Mars-Van Krevelen. Alors ça, c'est un mécanisme, même chose, qui exploite les lacunes des surfaces. Donc en gros, si j'arrive avec du CO, le CO va réagir avec un oxygène, par exemple, d'une surface donnée, comme le PiO2, et je vais pouvoir arracher l'oxygène de la surface,
créer une lacune, puis ensuite la combler avec l'oxygène de la molécule que j'avais apportée initialement. Donc c'est un système où la surface participe à la réaction qui est précisée ici. Et donc la lacune, soit elle préexiste et je peux l'utiliser, soit elle n'existe pas et je peux la créer au moment de l'interaction. Donc les deux mécanismes sont valables. Et ce que l'on observe, c'est que la vitesse de réaction d'une cinétique de ce type-là n'est pas celle qui avait été initialement prédite par les auteurs qui ont proposé ce mécanisme-là, et ça a été corrigé récemment pour montrer qu'en fait on était proche d'une expression qui était celle de Langmuir-Michel-Wood ici. Donc il y avait des hypothèses qui n'étaient pas correctes dans la manière d'analyser cette cinétique pour ce processus en particulier. Donc ça a aussi des conséquences dans le domaine de la catalyse qui sont assez importantes. Alors si je reprends l'exemple de la nitration des lignes, j'étais là-dessus, donc j'arrive avec des états physique-sorbés. Donc là je reprends typiquement les modèles globaux voilà, qui ont été présentés hier. Et donc je vais avoir de la physisorption, de la désorption, de la diffusion de surface, la chimisorption réversible, voilà, des mécanismes de Langmuir-Michel-Wood et des dérivés pour l'azote. Et puis, je vais pouvoir, dans le cas de la nitration, faire de la dissolution dans le solide. Ça veut dire qu'un état chimisorbé va pouvoir réagir avec une lacune du solide pour donner de l'azote qui est interstitiel dans le fer et ensuite libérer un cycle de chimisorption. Et donc, on peut ajouter à cette cinétique-là tous les phénomènes de relaxation des molécules vibrationnellement excitées sur les surfaces parce qu'on suppose qu'elles occupent des états de physisorption qui sont les mêmes que ceux de l'azote atomique. Donc, si je ne prends pas en compte ces états vibrationnels-là, je surestime le nombre d'atomes d'azote qui sont présents sur ma surface. Donc, je suis obligé de prendre en compte ces phénomènes-là. Alors, ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle le modèle de Kim-Vidar, qui a été proposé, je ne sais plus quand, dans les années 60, il me semble, et qui a fait référence et qui continue à faire référence dans le domaine de l'analyse des coefficients de recombinaison qu'on a sur la surface. Donc ça, c'est des travaux que j'avais fait il y a longtemps. Mais je reviens sur cette notion de gamma. Quand on écrit dn sur dt égale moins gamma v sur 2r, fois la concentration en azote, c'est faux. Pour une raison simple. Il y a une publication de Hayes, Tracy et Oscar qui a fait date et qui, de Lout et Oscar au départ, qui contient une erreur dans le calcul de gamma. Et c'est de là que vient cette expression. Donc, ils se sont corrigés dans une version non plus de 68, mais de 74, en disant on a fait une erreur dans le calcul du flux d'espèces allant sur les parois. Donc, ils reprennent tous les calculs à partir de la fonction de distribution, de vitesse des espèces, etc., pour montrer qu'il y a une erreur d'un facteur 2. Et voilà. Et quand ils corrigent ça, à la fin, voilà, on obtient moins gamma v sur 4R et pas 2R. Alors, on s'en fout complètement, hein, pour une raison simple, c'est que gamma, il y a 3-4 ordres de grandeur sur les valeurs de gamma. Donc, mais néanmoins, rigoureusement, c'est gamma v sur 4R qui intervient ici. Et puis surtout, il y a des flux ici supplémentaires qui apparaissent dans les expressions qui sont liées au fait que, il peut y avoir des contributions orthogonales du flux. Si par exemple, mon échantillon, au lieu de le mettre le long du tube en quartz, là, que je considère, et je le mets perpendiculaire à ça, là, j'ai une composante normale de la vitesse de mon fluide qui va venir contribuer à apporter de l'azote. Et ça, il faut que je l'ajoute à mes termes de flux dans l'expression de ma combinaison d'azote. Donc ça, il faut que je le prenne en compte. Et puis quand je fais le calcul précis, voilà, je suppose aussi que gamma reste petit devant 1, ou 2 si vous préférez. Parce que si je fais ça, je vais pouvoir avoir gamma V sur 4R, effectivement. Mais si j'ai des gamma, comme on le voit des fois dans la littérature, qui sont égaux à 1, ça modifie également l'expression de ce flux-là. C'est-à-dire qu'en fait, cette expression, elle est fausse dans la mesure où si gamma tend vers 1, la limitation de la recombinaison ne se fait plus par le processus chimique de recombinaison, mais se fait par le transport des atomes d'azote vers la surface. Et donc, on bascule d'un mécanisme où on est contrôlé par la recombinaison de surface à un mécanisme qui est contrôlé par la diffusion. Et ça ne permet pas de pouvoir utiliser les gammas supérieurs typiquement à 10-2, par exemple. Donc, si on a des valeurs de gamma supérieures à 10-2, c'est qu'il y a un loop, c'est simplement que le transport de matière ne se fait pas comme prévu.
Bref, enfin, voilà, ça c'est juste pour rappeler qu'on fait de la pédagogie aussi ici. Voilà, donc on y va quand même avec gamma V sur 2R, c'est pas grave. Comme je dis, voilà, vous prenez une publi lambda, vous voyez qu'entre ici et ici, il y a un facteur 100 sur, voilà, là c'est une petite revue qui a été faite par je ne sais pas trop qui, et qui montre que ben, dans notre cas, on a voilà, du coefficient de recombinaison qui varie d'un facteur 100 pour le même matériau dans les mêmes conditions, etc. Donc voilà, en fait, le facteur 2, c'est pas bien grave. Mais voilà, la solution la plus commune, et je reviens là-dessus, consiste à utiliser un modèle de surface, par exemple quand on travaille sur QM comme ça, qui fait intervenir des constantes de réaction. Donc on traduit nécessairement gamma en constante de réaction en fonction de la température, par exemple, avec une énergie d'activation ou quelque chose comme ça. Ce qui n'exonère en rien de devoir connaître l'état de surface du matériau étudié. Donc, suivant le matériau que je prends, j'ai intérêt à savoir ce que je fais dessus, quoi, hein, en gros. Parce que sinon, ça donne des écarts aux deux ordres de grandeur, parce qu'on travaille sur du cuivre, et que le cuivre, pour pas mal de plasticiens, que ce soit CU ou CuO ou Cu2O ou encore autre chose, du CU avec de l'eau dessus, avec du carbone, etc. Tout ça, c'est la même chose, donc c'est pas si grave. Et donc, le résultat, c'est un facteur 100 sur le gamin. Bon. Alors là, on avait fait quand même des manips où on utilisait cette fois-ci une post-décharge. Donc là, il n'y a plus d'ions qui arrivent sur les surfaces, etc. On nettoie tout ça bien avant pour connaître l'état approximatif de nos surfaces. On sait qu'on ne nettoie pas bien. Ça c'est clair. On sait qu'on a encore un peu de carbone qui traîne, etc. Mais bon, quand on fait ces calculs-là, on obtient des valeurs de gamma qui sont de l'ordre de 10-4, comme tout le monde. Et vous voyez, là, ici, on avait comparé avec d'autres valeurs, et puis on avait là aussi toujours un facteur 100. Et ce qui faisait qu'on recombinait mieux, c'est parce qu'on avait des surfaces, à mon avis, plus propres. Donc, plus j'ai de cycle actif, plus je recombine. Donc, en gros, plus ma valeur de gamma est grande, plus elle est juste, en principe. C'est parce que je permets d'avoir des réactions que normalement je n'aurais pas si j'avais des cycles qui étaient contaminés. Donc, les valeurs de gamma qui sont élevées, généralement, sont plutôt satisfaisantes. Voilà. Alors après, l'idée, c'était de transposer ça au cas où, alors on peut mesurer l'évolution de la température, des choses comme ça, et c'était de mettre un petit morceau de fer pour commencer à mettre de la nitruration là-dedans. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, je vois, voilà, ici. Donc là, on avait un dispositif de chauffe. On monte à, je crois, 800 Kelvin. On a un morceau de fer pur à l'intérieur. Et on voit effectivement au niveau expérimental qu'on a un décrochement qui s'opère lorsqu'on arrive dans cette zone-là. Et si on utilise ce décrochement pour calculer les probabilités de perte aux parois, on arrive typiquement voilà, à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir le gamma qu'on a déterminé sur la silice avant, et puis quand on arrive sur le fer, se casse la figure. Alors pourquoi ça recombine moins? Tout simplement parce que les atomes d'azote qu'on amène sur le fer rentrent dans le fer. Donc ils sont perdus, mais pas par recombinaison. Ils sont perdus par absorption dans le matériau. Et donc on a quelque chose où le gamma diminue, et donc, on peut prédire, voilà, par des modèles de diffusion, la manière dont le morceau de fer se nucléure et comparer ça voilà, à des mesures expérimentales. C'est ce qu'on a fait. Voilà, ça donnait des résultats qui n'étaient pas trop aberrants voilà, dans ce cas-là. Et donc, on pouvait voir aussi, c'est que si on ne faisait pas attention à l'état initial du fer et qu'on partait sur les oxydes, eh bien, on pouvait, en présence d'hydrogène, arriver à réduire l'oxyde de fer et faire quand même de la nitration. Mais pour cela, il fallait quand même atteindre 500 Kelvin pour commencer à avoir une transition vers le nitrure de fer. Donc, en gros, si vous ne partez pas du bon état, l'état que vous utilisez pour faire votre analyse, eh bien, vous créez un biais sur l'efficacité du procédé à la fois de nitration et de recombinaison de surface, etc. Voilà, alors je vais attaquer le dernier tiers de ma présentation. Pas mal, un peu mal. Voilà, sur la partie catalyse de l'ammoniac. Alors, l'ammoniac en ce moment, c'est drôle, parce que c'est greenwashing qu'on fait. Pour une bonne raison, c'est que pour faire de l'ammoniac, il nous faut de l'hydrogène. L'hydrogène, on le récupère non pas par électrolyse de l'eau, alors on peut, hein, ça coûte cher. Aujourd'hui, on le récupère par craquage du méthane. Donc on part du méthane, on le craque. Alors pourquoi je dis qu'on part du méthane et ça ne coûte pas cher? C'est parce que l'Arabie Saoudite produit du pétrole et qu'elle a du méthane et qu'elle sait tout quoi en faire. Donc elle prend son méthane, elle en fait de l'hydrogène. L'hydrogène, elle utilise
Haber-Bosch, pardon, pour le transformer en ammoniac. Ensuite, l'ammoniac, c'est facile à transporter parce qu'aujourd'hui, il y en a sur toute la planète. Il y a plusieurs centaines de milliers de tonnes qui sont voilà, trimballées sur la planète pour les fertilisants. Donc, c'est un hydrogène qui est déjà facile à transporter, bien plus facile que l'hydrogène lui-même. Donc, l'ammoniac, c'est une molécule qui est super pour ça parce qu'on peut la trimballer partout où on veut. On crée donc de l'ammoniac et donc l'Arabie Saoudite, qui a ses procédés à Bosch, transporte l'ammoniac vers le Japon et l'Australie actuellement. Et le Japon craque l'ammoniac pour produire de l'hydrogène pour verdir son industrie. C'est extraordinaire. Donc tout ça parce qu'en fait on sait le transporter et que la plus-value sur l'hydrogène qui est produit par ce biais-là pour l'Arabie Saoudite est supérieure à la plus-value que de vendre directement le méthane qui vaut rien. Donc pratiquement. Donc on en est là aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est voilà, un vecteur extrêmement intéressant. Là où ça va devenir potentiellement explosif c'est le cas de dire, dans le futur, c'est si on forme de l'ammoniac à partir de l'eau. Parce que utiliser N2 et H2O, là, ça prend beaucoup de sens. Et là, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'énerver là-dessus, à essayer de faire N2 plus H2O pour produire NH3. Alors, c'est un cauchemar parce que l'azote et l'oxygène s'adorent. Et donc, voilà, dire à l'oxygène de faire autre chose, c'est pas simple. Mais il y a beaucoup de travaux actuellement et l'objectif, ce serait vraiment d'arriver à transformer l'azote et l'eau en ammoniac. Donc, quand on utilise Haber-Bosch, on a des coûts énergétiques qui sont de l'ordre de, on va dire, une dizaine de kilowattheures par kilogramme d'ammoniac produit. On a ce chiffre-là, ça ne lui dit certainement rien, mais c'est extraordinairement bas. C'est incroyable. Voilà, juste le fait de casser l'ammoniac, on doit être à 4 et quelques, 4 ou 5, et donc on est à peine au double. Hein. Donc c'est incroyable. Ce procédé marche super bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a occulté toute concurrence pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, on commence à avoir des procédés alternatifs fournis par les électrochimistes qui sont capables de fabriquer de l'ammoniac à partir de cellules d'électrochimie dans lesquelles ils utilisent une mixture de lithium et avec des rendements qui sont proches de 100% et des coûts en kilowattheure qui sont de l'ordre de 40 kilowattheures par kilogramme d'ammoniac. Nous, au labo, actuellement, on est sur des processus, quand on regarde le craquage de l'ammoniac, on est aux alentours de 30-40 kilowattheures par kilogramme d'ammoniac. Donc, vous voyez que c'est une valeur très, très faible et ça marche super bien. Et donc, les vrais gens de la catalyse, si j'ose dire, se sont penchés sur les mécanismes en thermique. Et ce que vous voyez, c'est que vous allez avoir de l'hydrogène qui se dissocie, de l'azote qui se dissocie. Il faut que tout ça arrive sur la surface et se reconduise pour former de NH3 et ensuite libérer le NH3. Ce qui fait que ça marche à Haber-Bosch, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites ça à la pression atmosphérique, l'hydrogène va saturer tous les sites de surface parce que l'hydrogène est petit et mobile. Donc il vient, il se met partout et c'est fini. Vous n'avez plus de NH3 qui peut se fabriquer comme ça. Vous avez tué le process. Donc, ce qu'on pensait à Haber-Bosch à l'époque, Haber et Bosch à l'époque, c'était d'augmenter la pression pour forcer l'azote à venir s'installer sur les surfaces. Et en faisant ça, ils sont arrivés à produire de l'ammoniac avec un rendement extrêmement intéressant. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est que si vous faites ça à la pression atmosphérique, ou sous vide, etc., ça ne marche jamais, donc très mal, parce que l'hydrogène prend toute la place, pour faire simple. Donc, l'étape limitante, ça reste pour la partie thermique, la dissociation de N2 en 2N. C'est pour ça qu'il faut des catalyseurs. Donc, là-dedans, on va mettre des catalyseurs pour faciliter. Alors, longtemps, ça a été du ruthénium. Maintenant, je crois qu'ils utilisent d'autres mélanges fer-nickel, des choses de genre. Et donc, on a quelque chose qui va permettre de produire de l'azote. Alors, tout ça a été formalisé de manière très intéressante par un dénommé Gordietz. Donc, M. Gordietz, que j'ai eu le privilège de connaître et de côtoyer, c'est quelqu'un qui faisait de l'étude de la synthèse d'ammoniac dans des postes décharge N2H2 à une période ou dans des placements N2H2 et qui a formalisé la synthèse de l'ammoniac dans des placements N2H2. Alors, attention, ce qu'il a fait, c'est proposer un mécanisme lorsque on est très pauvre en ammoniac. C'est-à-dire N2 et H2 vont produire un peu d'ammoniac, mais pas beaucoup d'ammoniac. Si je commence à avoir des mélanges N2H2 qui produisent beaucoup d'ammoniac,
la situation aujourd'hui, elle est absolument inconnue. Personne ne sait ce qui se passe sur la surface. Et donc, on voit apparaître des papiers où on raconte à peu près n'importe quoi, parce qu'on traite NH3 pur comme un mélange N2H2 enrichi en NH3. C'est complètement faux. Voilà, donc, pour le faire tous les jours, je peux vous dire que ça ne marche pas du tout. Par contre, quand on est en plasma, là, ce que dit Gordietz, c'est attention, le verre, enfin, la silice fondue, le quartz, etc., le pyrex éventuellement, sont des catalyseurs. C'est-à-dire que comme on dispose d'azote atomique déjà, on n'a pas besoin de casser N2, et donc je peux avoir des réactions de surface qui catalysent la production d'ammoniac à partir uniquement de SiO2. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc voilà le schéma cinétique proposé pour la synthèse de l'ammoniac par Gordietz. Donc voilà, ça c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait pour le catalyseur avec le schéma thermique, mais c'est en gros la même philosophie. On a des réactions de physisorption, chimie-sorption, ça ressemble au modèle de Kinebula macroscopique qui avait été développé pour l'azote uniquement, l'hydrogène uniquement. Et là, ce qu'a fait Gordietz, c'est qu'il a ajouté ces réactions à celles qui étaient déjà connues sur l'azote-hydrogène, et il a déterminé les énergies d'activation et les données de base pour ces molécules-là sur la base d'interprétation de données expérimentales où on mesurait dans la phase gazeuse VNH, VNH2, etc. Donc on avait une mesure indirecte de tout ce qui pouvait se passer sur la surface, et ce modèle-là est encore très utilisé. Alors, sur la synthèse de l'ammoniac, maintenant ça bouge quand même, et il y a des gens qui commencent à proposer des idées plus ou moins folkloriques. Alors là, il y a un article dont je vais parler qui a fait grand bruit dans la communauté, qui est un article qu'on doit à Meta, qui est le doctorant qui avait travaillé sur le sujet, je vais revenir là-dessus, et qui est basé sur ce qu'on appelle le principe de Polanyi. Alors, le principe de Polanyi, c'est le fait que la différence d'énergie entre deux réactions de la même famille est proportionnelle à la différence de leur enthalpie de réaction. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets de l'azote sur une surface, par exemple du CO, du NO ou du O2, toutes ces molécules sont des molécules diatomiques qui ont à peu près les mêmes masses, qui ont à peu près les mêmes distances interatomiques, etc. Donc tout ça va pouvoir s'aligner en énergie d'activation sur une droite qui dépend uniquement de l'énergie de la surface que je considère. Et effectivement, ça marche pas mal. Hein, vous voyez, donc ce principe-là permet d'écrire l'état d'une réaction par rapport à une réaction 2 en fonction du delta H qui permet de passer de 1 à 2. Alors, il y a un petit coefficient des fois pour ajuster un peu tout ça, mais quand on fait des séries de manip sur des composés similaires, comme N2CO et N2, ça marche plutôt pas mal. Et donc, on peut transposer ça, par exemple, aux états vibrationnels, et donc on peut calculer, comme ça, grâce à des réflexions de ce genre, les énergies dont disposent les états vibrationnels pour se décomposer sur les surfaces, etc. Et on peut le faire, par exemple, en fonction des métaux qu'on considère, des catalyseurs qu'on considère. On peut le faire en fonction de l'orientation des surfaces. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des surfaces qui étaient plus ou moins denses. Donc ça peut être des terrasses, des marches. Et donc, en fonction de ça, on peut prédire, en gros, les énergies de quantité dont on ne dispose pas sur ces cas particuliers, mais qui sont relativement fiables, on va dire. À partir de là, vous avez un autre postulat qu'on appelle le postulat de Hammond, qui dit que des états d'énergie voisines ont des structures proches. Alors, ça veut dire quoi? Prenez une réaction, vous partez d'un réactif R et vous produisez un produit P en passant par un état intermédiaire qui est I. Donc, ce qu'on va dire, c'est que l'état qui est ici, l'état de transition S1, compte tenu de son énergie, il est proche de I, et donc il va ressembler à I. Et celui-ci aussi, il est proche de lui, il va ressembler à lui. Si le puits là, que je considère, il descend par exemple jusqu'à ce niveau-là, eh bien, il va plutôt ressembler à R ou à P. D'accord, donc, en fonction de la position des différents états, je vais considérer que l'état de transition ressemble énergétiquement à celui qui est le plus proche de lui dans la surface de décomposition. En fait, c'est une surface, c'est une là, mais le schéma réactionnel que je considère. Et donc, l'énergie, ce truc-là, il est vraiment intéressant parce qu'il me permet de fixer les états de transition dans des réactions exothermiques ou endothermiques qui vont nous permettre finalement de faciliter la description des processus qu'on aura du mal à étudier autrement que par STM, etc. Donc, encore une fois, pour les plasmiciens qui n'ont pas accès aux outils de la catalyse, ce genre de raisonnement, c'est la première chose qu'on peut faire pour avoir des ordres de grandeur
de ce qui se passe au niveau cinétique. Alors, voilà, donc si je prends une molécule A2, genre N2, qui arrive sur une surface, elle va se décomposer en deux N. Et si le N qui est présent sur la surface réagit avec un hydrogène, B, à ce moment-là, je fais un NH. Voilà, et je libère un site d'absorption, par exemple. Donc, voilà, ce type de mécanisme-là, on peut l'appliquer ici. Et quand on fait ça, on va voir si, voilà, on peut faire des hypothèses, comme par exemple le fait que A2 soit faiblement lié, que la couverture de B soit supposée négligeable, de ce genre, et on obtient des vitesses de réaction. Et à partir de ces vitesses de réaction, on peut remonter à ce qu'on appelle une courbe volcan, voilà, qui fait intervenir ce nombre qu'on appelle le POF, qui est un nombre de molécules qui ont réagi sur un nombre de sites actifs disponibles fois le temps mis pour faire la réaction. Et donc, ces volcanoplots, comme on les appelle en anglais, ces courbes de volcans, là, nous permettent de prédire finalement l'écart à l'équilibre qu'il y a, compte tenu de l'utilisation d'un catalyseur en particulier, par rapport à l'équilibre lui-même qui est fourni par cette grandeur-là. Et donc, voilà, ceci va nous permettre en gros, c'est un turnover, alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est une vitesse de turnover qui nous permet de savoir, en gros, ce qu'il faut, c'est que quand un catalyseur agit, la molécule qui s'absorbe sur le catalyseur ne reste pas trop longtemps, parce que sinon, elle bloque le site actif. Et il ne faut pas non plus qu'elle reste trop peu de temps, parce que sinon, il ne se passe rien. Donc, il faut trouver un temps optimal de présence sur le catalyseur, et c'est ça que traduit le TEF. C'est-à-dire, c'est la capacité qu'a un catalyseur, en fonction des conditions d'équilibre dans lesquelles on est et dont on s'écarte, de prédire si le catalyseur aura une efficacité, notamment parce que le temps de séjour, finalement, d'un atome ou d'une molécule sur un site est optimal par rapport à la réaction de catalyse que l'on souhaite. Donc, ça donne lieu à des courbes comme ça. C'est la même que celle que je viens de décrire précédemment. Alors là, faite pour différents métaux et en fonction de l'énergie d'absorption qui m'intéresse. Et ce que je vois, c'est que je vais passer par des maxima pour certains catalyseurs. Donc, le ruthénium et le fer sont d'excellents catalyseurs pour la synthèse de l'ammoniac. Le palladium, pas du tout. D'accord. Donc, grâce à ces courbes-là, on a déjà des indications qui sont précieuses. Alors, à partir là-dessus, la communauté plasma utilise les catalyseurs des gens de la catalyse. Il n'y a pas un moment donné où, aujourd'hui, quelqu'un qui se soit posé la question de savoir existe-t-il des catalyseurs plus optimaux pour les précurseurs qui sont présents dans la phase gazeuse. Est-ce que, par exemple, là, on va voir que le NH2V peut avoir un rôle particulier, mais est-ce que j'ai un catalyseur optimal pour un NH2V ou pas? Et ça, personne ne sait. Donc, je crois. Et du coup, voilà, là, il y a vraiment des questions à se poser sur la manière dont on gère la catalyse pour les plasmas. Donc là, dans cette UBI, par exemple, on fait comme tout le monde, on prend le ruthénium et le fer. Bon, ça marche pas mal, forcément, puisque c'est fait pour les neutres. Et est-ce qu'il y a des spécificités aux états excités de l'azote, etc. Je ne sais pas. Il me reste combien de temps? Un peu plus 5 max, mais ça va suffire pour aller très vite. Donc, alors, du coup, je ne parle pas du TEOL. En gros, un catalyseur, ça vieillit quand même. Et donc, au bout d'un certain nombre de cycles, il faut changer de catalyseur. Donc, il ne faut pas confondre ça avec d'autres notions liées aux enzymes, voilà, qui utilisent la même terminologie. Mais en gros, un catalyseur, ça s'use. On ne pense pas, mais pas du tout. Alors, pour la synthèse de l'ammoniac, alors, il y a deux écoles. L'approche de l'État qui a été défendue par Rovenhorst, que je ne partage pas, et qui montre que les états vibrationnels de l'azote peuvent avoir un rôle significatif sur la production d'ammoniac. Leur raisonnement, je vais un peu vite, c'est de dire les excitations vibrationnelles de N2 sont probablement, les états d'excitation vibrationnelle de N2 sont probablement les espèces dominantes, parce qu'il y en a beaucoup par rapport à la pression atmosphérique. Il y en a, je crois, 100 fois plus que des atomes d'azote, enfin des choses de ce genre. Et donc, comme il y en a beaucoup, ça joue un rôle. Alors, je pense que c'est complètement faux comme raisonnement. Et donc, on va voir que ça a montré un certain nombre de personnes, dont Peter Lejeune, à juste titre, à mon avis. Et donc on retrouve
Alors ça, je passe. On retrouve voilà, des raisonnements un peu différents qui disent, au contraire, vous voyez, si je regarde la consommation d'azote par rapport à la consommation pour la formation de NH3, et que je regarde ça par rapport à ce que fait l'azote dans les procédés thermiques, pour les différents catalyseurs, je retrouve que l'azote atomique et le NH3 ont le même comportement. Et voilà, que l'azote moléculaire pour former de NH3 dans les procédés thermiques ont le même comportement, quel que soit le métal que je considère. Et donc, sur la base de ce raisonnement, voilà, Peter Bushman dit, moi je pense que c'est plutôt l'azote atomique qui intervient. Alors, on retrouve par exemple des descriptions de ce type-là, voilà, les différentes réactions des Lundgren, etc., avec des calculs d'énergie d'activation par DFT. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et puis en fait, on voit que on peut rajouter par rapport à l'ammoniac un mécanisme supplémentaire. Et puis l'étape d'hydrogénation de l'azote, voilà, on peut supposer qu'elle est importante, qu'elle est limitante par rapport à la dissociation, par exemple. On peut supposer également qu'il y a compétition entre N et N2 et l'hydrogénation de N en surface, qu'il y a de la production de N en phase gazeuse qui est associée à son absorption, à la production des N2XEV, à leur dissociation, à encore autre chose. Aujourd'hui, on n'y comprend rien. Moi, je le dis comme je le pense, c'est-à-dire que pour l'instant, on a des pistes intéressantes sur ce qui peut produire de l'ammoniac, mais on n'a pas de certitude sur ce qui fait que les mécanismes qui impliquent les N2, les N2XEV, les N2A et d'autres choses ont un poids spécifique dans la synthèse de l'ammoniac. Donc c'est vrai que moi je reste assez proche de l'azote atomique parce qu'on a travaillé très longtemps là-dessus et on sait que ça donne des choses qui fonctionnent. Mais encore une fois, on le sait parce qu'on a travaillé sur des milieux qui étaient très dilués en ammoniac. Le jour où on travaille sur des milieux très concentrés en ammoniac, on déplace tous les équilibres et donc on change toute la logique de ces machines. Bref, je vous passe la synthèse de l'ammoniac. Voilà. Et donc, j'en finis juste avec deux, trois petites choses. Donc, il y a les gens de la catalyse connaissent des tas de trucs qu'on ne connaît pas. Par exemple, les phénomènes de spillover, où il y a de l'hydrogène qui arrive sur un métal et qui va pouvoir aller se promener assez loin grâce à l'énergie qui va être fournie par le métal lorsque le métal va se dissocier. On a également, alors il y a des très très belles manies faites par les chimistes là-dessus, c'est vraiment chouette. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle du SMSI, donc pour Strong Metal Support Interaction, qui est un autre mécanisme également qui est impliqué sur les phénomènes de catalyse, qu'on peut également exploiter dans les plasmas. Enfin voilà, je passe rapidement parce que je suis à peu près au terme de mon exemple. Et puis surtout, il y a un truc qui est extrêmement important, c'est les supports de catalyseurs qui ne sont pas neutres. Déjà en catalyse et encore plus en plasma. Donc, si vous utilisez de l'alumine, de la silice, du dioxyde de titane, etc., vous allez avoir des efficacités énergétiques en catalyse thermique qui changent. C'est absolument difficile à comprendre, mais sur la base des deux mécanismes que je viens de citer, on a des pistes pour interpréter ces différences de comportement suivant le caractère acidophile ou basophile des supports de catalyseurs qui sont utilisés. Donc, on a des explications qui peuvent être intéressantes et qui font que le choix du support de catalyseur, y compris en plasma, à mon avis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en plasma, est déterminant pour l'efficacité globale du système. Alors, j'en arrive à la conclusion qui tient en un slide, ça va aller vite. Voilà, il y a ce papier qui est sorti en 2024, donc assez récent, où Eric, Amélie et consorts s'interrogent sur le rôle de l'hydrogène atomique pour les mécanismes d'Ehlers-Danlos en se demandant s'il est aussi important que ce que l'on imagine aujourd'hui. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que la couverture d'une surface peut également jouer un rôle déterminant sur les produits qui sont formés, soit plus ou moins couverts par des molécules. Et donc, dans le cas de NH étoile, par exemple, il n'y a pas d'indication que le fait d'abstraire un atome d'hydrogène pour un adsorbant unique se produise, mais à des plus hautes teneurs couverture de surface, eh bien, ce mécanisme d'extraction d'hydrogène peut être relativement plus probable que son absorption. Et puis, on voit aussi qu'ils disent que les coefficients des réactions des Riedel doivent décroître quand il y a plus d'encombrement stérique lié à la molécule elle-même. Et donc, ils pensent que NH étoile plus H, par exemple, devrait avoir un coefficient de réaction bien plus élevé que NH étoile avec H.
Donc le cas spécifique de l'hydrogène atomique conduit déjà les chercheurs à s'interroger sur des mécanismes qui, juste là, appartenaient strictement à la communauté de la catalyse. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur des questions où on est obligé de s'emparer de ces problèmes-là si on veut comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ce cas. Donc avec ça, voilà, je te dis quand même cette présentation à la mémoire d'Henri Michel, on va parler de Grégory hier, qui était la personne qui m'a recruté au CNRS. Et avec ça, ben, je vous remercie pour votre attention. Merci Thierry pour cet aperçu passionnant, clair, argumenté, illustré. On pourrait continuer sur les objectifs. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci Thierry pour l'excellente présentation et merci pour d'avoir corrigé. Ma question, c'est sur le turnover frequency. J'ai plutôt tendance à être d'accord avec toi sur les atomes d'azote, même si je n'ai pas de certitude de ma formation de la Non, moi non plus. Après, les manifs de Peter Wogerman, c'est en post-décharge et c'est juste le métal, il n'y a pas de support de catalyseur. Et donc, comme c'est en post-décharge, la notion de turnover frequency est plus du tout la même, je pense. Donc, ma question pour toi, c'est comment tu penses qu'il faudrait redéfinir le turnover frequency quand tu es sous exposition au plasma, que le champ électrique de surface peut affecter les énergies d'absorption, que tu as X bombardements qui peuvent l'affecter. Est-ce que tu as une idée pour définir le TOF sous plasma? Oui, il ne faut pas le faire. C'est une raison simple, c'est un concept de catalyse thermique classique. C'est pas adapté au plasma, enfin, je pense pas. Donc encore une fois, je crois qu'il faut utiliser le plasma pour ce qu'il est capable de fournir. Et là, en l'occurrence, il y a des effets complémentaires qui peuvent apparaître. Et je suis d'accord avec toi, c'est des manipes en post-décharge, mais si on produit autant d'ammoniac en post-décharge qu'en plasma, c'est que la contribution des autres espèces qui sont 100 fois plus concentrées comme les NHV n'est pas forcément extrêmement importante. Voilà. Donc néanmoins, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de s'interroger sur ce qui se passe sur les catalyseurs, spillover, etc. Et donc ça fait partie des spécificités que le plasma doit apporter à la catalyse en expliquant, soit introduire de nouveaux concepts comme ceux que tu proposes, c'est-à-dire substituer le TOF par autre chose, soit au contraire arriver avec nos propres outils pour décrire l'interaction telle qu'elle se produit probablement. Mais pour ça, je pense qu'il nous manque, il y a encore un écart entre ce qu'on est capable de comprendre, de calculer, parce qu'on a l'avantage de pouvoir faire beaucoup de calculs, et ce qu'on est capable de mesurer à l'échelle d'un seul atome ou d'une seule molécule sur une surface, ce que font très bien pour le coup les gens de la catalyse. Et nous, on n'est pas encore capable de le faire. Donc, je pense que c'est les questions financières qui sont derrière ça. Si un jour, l'industrie se met massivement à investir dans les plasmas pour fabriquer de l'hydrogène, je ne sais pas quoi, à ce moment-là, je pense qu'on aura les moyens qui iront avec. Mais jusqu'à présent, c'est un peu ça, je pense, qui nous manque. Et donc, je trouve qu'on tourne beaucoup en rond sur les mêmes approches. Bon, il y a un papier là, dont je ne citerai pas les auteurs, mais qui reprend des modèles de plasma en ammoniac pur, qui sont les modèles de Rubin-Horst en plasma très dilué, et qui sont totalement faux. Enfin, c'est sûr. Enfin, je veux dire, donc, donc à partir de là, on est en droit de s'interroger sur, peut-être mentionner quelque part dans un slide, sur la course à la publication qui fait que, on sort, on prend un modèle, tac, on l'applique, on sort des résultats, et après on s'interroge. Maintenant, on va mieux faire l'inverse, même si ça prend un peu plus de temps. Et d'ailleurs, de toute façon, on voit bien que le temps donne raison à ceux qui ont pris le temps. Voilà, si j'ose dire. Sauf pour les dossiers de carrière, hein, ça va de soi. Thierry, ça m'intéresse, il n'y a pas de quelque chose de parler. Donc, ça excite le ton dans le matériau et est-ce que c'est excité par le moyen purement énergie cinétique ou est-ce que l'énergie stockée dans une molécule, par exemple, du bâtiment excité, ça devrait aussi Alors, la même effet?
Pour moi, c'est une question de bilan d'énergie, c'est-à-dire qu'un état chaud est à 0,1 MeV. D'accord? Donc, entre 0 et 0,1 MeV. Donc, c'est sur des énergies où quand tu vas vouloir transférer des choses qui sont, voilà, 0,1 MeV, c'est 1000 degrés, quoi. Donc, tu vas être obligé de faire plusieurs allers-retours on va dire à 300 K. Et si tu fais 3 allers-retours à 300 K, tu as dissipé 1000 EV. Donc, pour moi, les énergies stockées dans les molécules sont trop élevées pour être relaxées par ce mécanisme-là. Elles peuvent l'être par d'autres choses, mais pas par un transfert canonique. En plus, c'est quantifié. Donc, tu as quand même des règles de transfert liées à la quantification des phonons dans la structure de données. Ça doit durer expérimentalement. Ouais, c'est ça. Souvent, les atomes rapides comme ça, ils les produisent par neutralisation de faisceaux d'ions. Voilà, donc ils neutralisent les faisceaux d'ions d'hydrogène, ils les envoient sur les surfaces, ils observent les comportements. C'est comme ça qu'ils arrivent à jouer sur l'énergie des atomes chauds et voir un peu leur comportement. Donc, ils le font avec de l'hydrogène, de l'azote, etc. Nous, ça pourrait correspondre, si tu as des transferts d'énergie dans une gaine collisionnelle entre un ion et puis son état neutre, neutralisé, voilà, qui permettrait d'arriver avec une énergie rapide élevée, de l'ordre de 0,1 à 0,2 EV, et ensuite rentrer dans les puits potentiels d'absorption de ce type-là. Merci. D'autres questions? Il semblerait. Moi aussi. J'ai peut-être une petite question rapide. Je suis assez rapide. Quand tu parles des LPIMS, tu nous as montré comment les fabriquer, comment fabriquer différentes structures avec voilà, différentes orientations. Est-ce que tu pourrais juste commenter sur qu'est-ce qu'il y a comme application possible derrière? Sur les structures orientées comme ça, bonne question. Quelqu'un a une idée? Moi, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est vrai que c'était intéressant de pouvoir orienter les structures comme ça pour changer la réflectivité, etc. Mais je ne sais pas s'il y a des applications industrielles qui sont aujourd'hui utilisées pour ça. Je ne sais pas. C'est des, Oui. des fenêtres optiques, il y a des gens qui font. Ah, fenêtre optique, oui, voilà. Voilà, C'est une question un peu orientée aussi. Voilà. J'ai vu ça pour faire des gradients, effectivement, des gradients d'indice optique pour notamment des couches d'absorption. D'accord. Donc, enfin, moi, voilà, je ne savais pas à quoi ça pouvait servir au niveau industriel. Ok. Bien. Merci beaucoup.